Le travail de sortir de ta zone de confort, l'effort que ça m'a demandé, c'était juste de me dire c'est quoi qui m'anime en fait. Moi, le passage à l'action dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire au moment où je dépose, où j'écris ma société, c'est de nouveau un pas que j'ai fait avec moi-même. Et si un simple déclic pouvait changer toute votre vie? Bienvenue sur RenaCast, le podcast qui explore ce moment clé où tout bascule, où l'envie de créer prend le dessus sur la peur de l'inconnu. Ici, des entrepreneurs, des audacieux, des visionnaires partagent avec vous leur histoire, leurs doutes, leurs succès, et surtout, ce qui les a poussés à tout quitter pour entreprendre. Une idée qui vous trotte en tête, un projet que vous n'osez pas lancer, chaque épisode est là pour vous inspirer et peut-être déclencher votre propre déclic. Abonnez-vous dès maintenant sur votre application de podcast préférée et embarquez avec nous dans l'aventure. Le digital est l'IA pour sublimer l'humain et non le remplacer. Visouda nous partage son parcours et sa vision pour accompagner les entrepreneurs dans leur transformation. Bonjour Visouda et bienvenue dans ton épisode de RenaCast. Bonjour Nicolas, merci beaucoup de m'accueillir. Je suis ravie d'échanger avec toi aujourd'hui. Le plaisir est partagé. On a discuté, échangé énormément avant la préparation de cet épisode. Et j'avoue que ton parcours m'a agréablement surpris. On va, j'imagine, te découvrir au fur et à mesure de cet épisode. Et je sais que tu vas inspirer de nombreux auditeurs et auditrices qui nous écoutent parce que clairement, il y a des choses hyper intéressantes dans ton parcours. Et la finalité, en tout cas, ce qui arrive aujourd'hui est exceptionnel. Je pense que beaucoup voudraient être toi après la fin de cet épisode. Alors, maintenant que j'ai un peu teasé, Visouda, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, en quelques minutes? Oui, bien sûr. Je suis touchée par ce que tu dis, hein. J'espère pouvoir inspirer des personnes, en tout cas, à continuer à travailler dans le digital et l'IA. C'est un peu l'objectif aussi et pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui. Donc moi, je m'appelle Visouda, j'ai 37 ans. Je suis née à Montpellier et aujourd'hui, j'habite à Strasbourg. Je suis une tata gaga de mes neveux et nièces et vous allez comprendre pourquoi, parce que c'est un fil conducteur, un leitmotiv, une motivation que j'ai dans la vie, de leur enseigner et de leur inculquer des bonnes valeurs, notamment l'usage de l'IA éthique et responsable. Voilà, ça fait partie d'un enjeu fort. Aujourd'hui, je suis la fondatrice et cofondatrice de la société qui s'appelle Eval Formation, qui accompagne les entreprises dans leur transformation digitale et l'intégration de l'IA dans leur quotidien. Je suis en association avec mon frère qui se trouve en Asie. Sinon, quoi dire de plus sur moi? Je vis actuellement en Alsace. Donc, je suis revenue aux sources en Alsace et ça fait 13 ans maintenant que je suis spécialisée dans tout ce qui est learning, digital learning et accompagnement plutôt des organismes de formation ou des personnes qui veulent faire de la formation, du coaching, etc. Et depuis 2020, je suis indépendante à mon compte. J'ai commencé en tant que consultante. Et là, depuis 2023, du coup, j'ai attiré un peu plus les TPE, les entrepreneurs. Et j'ai envie de les accompagner, en tout cas, c'est mon projet avec Eval, de les accompagner pour intégrer le digital et l'IA dans leur quotidien de façon éthique et responsable pour les sublimer. Excellent. Un parcours sympa. Donc on est parti directement sur Eval Formation. Je vais revenir un petit peu sur ton passé. Alors pas très longtemps, mais c'est ce qui m'intéresse quand même parce que j'ai quand même regardé ta fiche LinkedIn qui est assez conséquente et puis tes différents interventions où on peut en apprendre plus sur toi. Donc auparavant, tu n'étais pas entrepreneuse, tu étais salariée de ce que j'ai compris. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir quel était ton type d'activité auparavant et à quoi elles t'ont été utiles pour passer en entrepreneuriat et puis, justement sur, le digital et l'IA? Eh ben alors, je t'avoue que j'ai commencé dans une start-up en 2012 et que j'étais la première salariée. Cette expérience, elle m'a déjà boostée, mais moi, j'ai découvert en fait à 23 ans que j'avais un rêve qui était d'enseigner quelque chose à une population qui était à l'époque un peu inconnue. Je savais pas trop si c'était les adultes, les enfants. Et je savais à 23 ans qu'avant mes 40 ans, j'allais créer ma boîte. Et que pour créer cette boîte, il fallait que je monte des marches. La première étant de devenir chef de projet digital learning. C'est ce que j'ai fait dans cette start-up pour laquelle j'ai travaillé en 2012.
Ensuite, je voulais gérer toute une équipe de concepteurs pédagogiques ou ingénieurs pédagogiques comme on l'appelait à l'époque, donc des chefs de projet. Ensuite, je voulais gérer mon propre organisme de formation et ensuite, je voulais me lancer à mon compte. Et c'est cet escalier, ce que j'aime bien l'appeler l'escalier pédagogique ou l'escalier professionnel. En fait, je l'ai construit à 23 ans parce que j'ai assisté à un de mes cours, en MBA sur le développement personnel. Alors, tu as 23 ans, tu es au Canada, déjà le modèle, d'enseignement est complètement différent de la France. Tu tutoies tes professeurs, c'est une classe inversée, il y a du e-learning et en même temps, tu as des bouquins de 300 pages à lire avant chaque cours, voilà. Et je découvre le terme développement personnel. Je n'y connaissais rien, je savais pas ce que c'était. Et puis, dans un devoir, on doit identifier ce qui nous anime, notre why, en fait. Mais alors, à l'époque, ça s'appelait pas comme ça. On n'utilisait pas le terme quel est ton why, tu vois. On utilisait plutôt ouais, c'est quoi les 3 must-have dans ton travail pour que tu sois épanoui. Tu vois, c'était plus orienté comme ça. Je fais le devoir. Moi, en habitude, alors j'ai le profil de la bonne élève, tu sais. J'avais toujours eu ça. Donc, là, toujours là, dans le top 3 de la classe. Et quand je rends mon devoir, elle me rend la note, puis j'ai alors là, tu sais, les lettres, c'est des lettres aux États-Unis. Donc, j'ai un Oui. C. Ah oh, Et ça là, fait je me mal. dis, ouais, exactement. Et quand tu le dis, j'ai encore la douleur dans la Je le poitrine, tu vois. j'ai la douleur en moi. Et là, je me Je me dis, non, suis fait tatouer. c'est un peu ça. Alors, c'est gravé quand même, hein, parce que ça laisse des marques. Et je me dis: «Non, c'est pas possible», donc je demande un rendez-vous tête-à-tête avec la prof qui s'appelait Nathalie. Donc je dis: «Nathalie, explique-moi parce que là, je comprends pas». J'ai appliqué tout ce qui est marqué dans le cours, je me suis ouverte. Elle me dit: «Écoute, assieds-toi sur cette chaise, tu vas fermer les yeux, tu vas prendre 3 inspirations, expirations, OK, et tu vas me répondre là maintenant. C'est quoi le truc que tu aimes le plus au monde faire?» Et là, instinctivement, ça sort: aider les autres. OK, puis elle continue. La deuxième, c'est transmettre mes compétences techniques parce que du coup, il faut que savoir, j'ai un background dans le multimédia, mais j'ai bifurqué dans l'organisation d'événements, dans la com. Et du coup, j'ai délaissé le côté, tu sais, l'aspect un peu geek, codeur, multimédia, enfin voilà, web. Et la troisième qui ressortait, c'était que j'ai besoin d'apprendre en continu, tout le temps, de me cultiver, voilà, d'apprendre. Et donc là, en fait, moi qui viens d'un multimédia, de la com, et ben bingo, ça tombe, mais la formation, c'est ce que je veux faire. Et en digital, c'est ce que je veux faire. Et je me dis: «Oh punaise, bah, il y a quand même un challenge à faire parce qu'en France, c'est pas gagné». Mais je suis à bonne école puisqu'au Canada, au Québec, ils sont précurseurs. Donc je me spécialise dedans, j'apprends tout. Et là, quand, je reviens en France, j'ai 25 ans, je me dis: tout est tracé. Je vais trouver une entreprise qui va faire du digital learning. Ensuite, je vais gérer l'équipe, etc. Et en réalité, les marges dont je t'ai parlé, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai gravi, ce que j'ai monté. Donc, j'ai commencé, pour répondre à ta question, parce que je suis un peu partie dans tous les sens, mais j'ai commencé du coup dans une start-up qui a lancé le concept de fast learning en France, donc des premiers modules en e-learning de 10 minutes, basés sur des études qui ont été faites en neurosciences, en neuropédagogie, avec des règles simples, hein, mais on sait que l'attention chute de 80% au bout de 10 minutes. Donc les vidéos faisaient 10 minutes, pas plus. Enfin, les e-learning. On sait qu'on retient les 2 premières minutes d'un message. Donc nos vidéos pédagogiques ne duraient jamais plus de 2 minutes. On sait qu'on retient 3 fois plus un message quand il est lu, vu et entendu. Donc on est les premiers à avoir intégré des synchronisations de mots-clés et de pictogrammes ou d'images en même temps que tu parles à l'écran. Et puis après, bah, j'ai fait 6 ans dans cette boîte, qui m'a en fait donné, qui m'a confortée dans l'idée qu'entreprendre, c'était ce que je voulais. Quand on commence dans une start-up, même si on a un bac+10, hein, alors parce que moi j'ai un double diplôme, un DESS, un MBA, donc voilà, je suis assez, j'ai beaucoup de diplômes. Heu, Quand j'ai annoncé à mes parents que j'allais travailler dans une start-up et on a fait un modèle, tu sais, lui à la base, il voulait embaucher une stagiaire. Moi, je l'étais plus parce que j'étais plus étudiante. Autant te dire que j'étais payée par Pôle emploi. Enfin voilà, un truc, ça s'appelle le POI, je pense maintenant, un truc comme ça. Mes parents, ils m'ont regardé, ils m'ont dit: «Mais ça va pas, attends, tu es trimé 3 travails» parce que j'ai fait 3 emplois un certain temps pour pouvoir payer mes études, une partie de mes études. Tu as trimé à faire 3 emplois pendant 10 mois, heu et tu viens de nous annoncer qu'en fait, tu vas être payé, même presque moins que le SMIC, ou au SMIC, tu vois, alors que tu as fait des études. Mais tu es folle ma fille. Et puis mon père, il disait:
mais tu vas faire de la formation par ordinateur. Tu vois? Il dit: «Mais ma fille, elle a un potentiel comme ça et en fait, elle va prendre des gens en vidéo et les faire parler et vendre ça sur internet, quoi». En gros, c'est ça. Et puis, bah, j'ai pris le pari. Guillaume Copin, qui est le fondateur de Xos Learning, m'a fait confiance et pour te dire, l'histoire est belle parce qu'il me refait confiance aujourd'hui. Aujourd'hui, il me fait intervenir dans ses formations, donc heu, la bouquet boulquet comme on dit. Et ça a été l'expérience, tu sais, tu expérimentes tous les postes d'une entreprise. J'ai fait du coup, quand, on a commencé, c'est moi qui ai commencé à usiner, créer le concept de fast learning d'un point de vue technique, comme on allait le construire, qu'est-ce qu'on allait mettre dedans, les ingrédients, usiner la chaîne de prod pour que ça soit la plus courte et quali possible par rapport à ce qu'on voulait. Je sais pas si les auditeurs nous écoutent, ils savent, mais sur un projet digital, en tout cas, c'est un projet qualité, temps, argent. Donc voilà, le juste équilibre pour ce concept. Puis après, il a fallu recruter des commerciaux. Il a fallu aussi faire de la com, du marketing. Donc, je m'occupe aussi du site web. Et comme en fait, tu touches un peu à tous les pôles stratégiques de l'entreprise, bah, ça te forme en fait. Ça te forme. Et puis quand on a rentré le premier contrat d'un groupe du CAC 40 dans une grande banque avec des grandes tours à la défense, bah, je peux dire que tu vite plongé dans l'entrepreneuriat et tu vite plongé dans, tu comprends vite, tu vois, quand tu as 25-26 ans, que tu es dans l'ascenseur, d'une grande banque avec le numéro 3 de la boîte, tu as ta goutte là, tu vois? Oui, tu dois suer un peu effectivement. Ouais et Les puis étages, tu les comptes. mmh et puis quand tu passes de petits, devis à d'un coup, tu vois un devis à 6 chiffres, une proposition commerciale à 6 chiffres, tu dis: «OK, OK, là, il s'est passé quelque chose». Et puis tu te professionnalises, tu montes en crédibilité, tu commences à kiffer de plus en plus ton travail parce que tu dis: «Waouh, tout ce que j'ai semé». Tu vois, j'ai gagné pas beaucoup d'argent pendant un certain temps, mais tu vois, ça m'amène où? Et en fait, ça m'a tellement enrichi de connaissances que finalement mon projet, tu vois, de création d'entreprise, je me suis lancée en indépendante en 2020, j'avais 35 ans. Non, je sais plus. Si tu en as 37 aujourd'hui, tu pouvais pas en avoir 35 en 2020, tu enlèves 4 ans au moins. Donc mais oui, c'est ça à peu près, Tu vois? Donc j'ai quand même je me suis lancée en temps à mon compte, bien avant, mon objectif qui était de avant mes 40 ans, tu vois? J'avais la barrière des 40 ans. Ça a été une expérience, très formatrice, mais voilà, j'ai su très tôt que j'allais entreprendre, mais que les étapes du salariat étaient nécessaires pour monter en compétences. Parce que je voulais monter en compétences rapidement, avoir des opportunités aussi et puis il faut se le dire, hein, heu, les opportunités quand quelqu'un toque à ta porte qui arrive à toi, ça fait aussi, avancer ton projet d'évolution. Le fait, moi, que Guillaume, partageait des mêmes valeurs avec moi sur la loyauté, le fait, la confiance, le respect était très important pour lui. Il a rencontré 50 candidats, il m'a choisi moi alors que c'était compliqué. Il m'a aidé à trouver un appart parce que j'habitais pas en région parisienne, tu vois? Donc oui, il a misé heu sur toi. exactement. Et Ouais. ben, en fait, quand tu as quelqu'un qui mise sur toi et qui aussi te donne tout parce qu'il m'a tout appris, quelque part, heu, bah, ça c'est une opportunité, en fait, tu saisis ta chance aussi et tu te dis: «Ça se représentera pas 2 fois, donc je vais bien le faire». Alors je l'ai fait aussi jusqu'à enfin attention, hein, j'étais jeune, mais jusqu'à quand même un petit peu un épuisement professionnel. Je suis quand même passée par la case où, alors je sais pas si ça s'appelait un burn-out à l'époque, mais tu vois, j'ai quand même, j'ai dû lever le pied à un moment donné. Mais c'est vrai que j'ai réalisé que, OK, bah, l'étape d'apprentissage, ça y est, c'est terminé. Tu vois, c'est là que tu sais que tu as passé un cap. Voilà, justement, c'est ça qui est intéressant. Donc là, alors déjà ton déclic, ton C, qui est marquant, dans ton raisonnement, dans ta réflexion, dans la création de ton cheminement qui est juste exceptionnel à cet âge-là et se dire: «OK, je sais maintenant ce que je veux» et merci, Nathalie, c'est ça? Exactement. Merci Nathalie, Ouais. finalement, la déclencheur de ton projet de vie. Donc bravo pour un enseignant qui déclenche ça, chez un étudiant, c'est en France, c'est assez rare, hein. Donc bravo à elle déjà. Donc ouais, bravo à toi aussi de lui avoir, demandé, de t'expliquer et ça c'est plutôt pas mal parce que beaucoup ont peur.
d'avoir des retours sur ce qu'ils ont fait. Ils n'aiment pas entendre leurs défauts et ça, c'est top, hein, franchement, c'est impressionnant. Et puis ensuite, tu te crées ton plan de carrière tranquillement, enfin tranquillement, je sais pas si on peut dire tranquille, mais tu te crées ton plan de carrière pour gravir les différentes marches jusqu'à un moment donné où tu te dis: «OK, là, ça y est», alors je suis pas en burn-out, mais pas loin, et c'est ça qui te dit: «Ça y est, faut que je me lance à mon compte toute seule»? Alors, il y a eu d'autres marches entre-temps parce que je me suis pas tout de suite lancée. Au bout de 6 ans, je me suis dit qu'il fallait je t'avais dit qu'il fallait que je gère un organisme de formation. Moi, je voulais gérer apprendre la gestion, voilà et c'est une compétence qui me manquait parce que je suis arrivée dans la formation par la partie, digitale, mais tout ce qui était, formation professionnelle, réglementaire, tout ça, l'aspect réglementaire de la formation, je le maîtrisais pas et du coup, le déclencheur a été oui. Tout ce qui est à partie digitale, métier, les différentes phases d'une entreprise, tu le sais, mais le fond de comment fonctionne un business formation d'un point de vue réglementaire, ça, tu le sais pas. Et du coup, une porte à un verre ou neutre, j'ai géré un organisme de formation d'un point de vue opérationnel qui était dans le béton à l'échelle nationale. Donc tu rentres dans un milieu alors déjà que j'étais dans un milieu très, geek techos avec beaucoup d'hommes, enfin de clientèle masculine quand même, ou en tout cas d'acteurs masculins dans le milieu du digital learning, hein, que ça soit les commerciaux, que ça soit, tous les fondateurs en général de solutions digital learning sont des hommes, souvent parce que c'est des techos, hein, des geeks, hein, comme on dit, des informaticiens, voilà. Donc j'ai grandi comme dans un univers très masculin, mais je savais comment parler à un geek qui est derrière son ordi, qui code, face à un client qui lui a des besoins. Donc c'était D'accord. très bien, Tu tu faisais vois? la traduction entre les 2 du coup? Exactement. Après aussi, c'est parce que je suis un peu geek aussi dans l'âme. J'ai grandi beaucoup avec 10 garçons. Mon père est informaticien, enfin, il était ancien DSI. Voilà, ma culture geek et informatique, elle, ça m'accompagne depuis l'enfance. Mais là, je me retrouve à un level différent parce que tu es comme dans un milieu qui est très masculin, dans le béton. Donc, hein, on est proche du BTP. Dans un milieu où toi, tu n'as pas du tout de compétences sur le métier. Parce que là, du coup, voilà. Et on te prend pour tes compétences en digital. Tu vois, on te fait venir pour ce côté-là. Et pour le côté formation. Donc quand je te dis que tu vas vendre des formations, dans une carrière ou dans une centrale à béton ou dans une usine à béton, tu es avec tes EPI, tu es une petite femme, parce que je mesure 1,53 m, en plus, ouais, asiatique, donc issue d'une minorité, et qui en plus connaît pas le métier, tu pas tout le temps accueillie, comme, celle à qui on va acheter de la formation et tu es surtout beaucoup challengée. Tu es surtout beaucoup bisutée aussi, faut se le dire, parce que, les hommes en général quand ils voient une petite nénette comme ça, et puis après faut se le dire, hein, c'était sur Paris. Moi quand j'avais plus de dar quand tu vas à un rendez-vous dans une grande banque du CAC 40, tu vas pas en EPI, tu vas plutôt en costume, en talons, voilà. Heu et puis, bah, j'ai eu plusieurs expériences, assez sympas de bizutage, oh je me rappelle c'était, je sais pas si tu me demandes de le partager, mais je le partage de manière assez ouverte, hein. Heu, mais c'est pour aussi, ce que je veux montrer aussi, c'est que de temps en temps, il faut savoir sortir de sa zone de confort et là, clairement, moi, ça s'est présenté à moi, j'avais pas le choix. C'était un rendez-vous censé être commercial avec, le dirigeant de la je crois que c'était une grande, il y avait une centrale à béton et une usine aussi en même temps et donc moi, je me dis: «C'est dans les bureaux». Avant, j'avais un rendez-vous au bureau puisque j'avais un rendez-vous, il y a un OF quand tu travailles pour un organisme de formation de branche professionnelle, tu as des rendez-vous paritaires avec les syndicats, enfin c'est voilà, des rendez-vous, d'État, politiques et cetera. Donc je sortais de ce rendez-vous et puis j'allais là-bas. Je me suis dit: «Bon, je vais quand même pas, j'ai pas besoin de changer de tenue, c'est pas grave, on me dit que c'est dans les bureaux» et ce jour-là, je sais pas pourquoi, je pars sans mes EPI. Donc EPI, pour les gens qui connaissent pas, c'est l'équipement de protection, et voilà, individuel pour, toutes les personnes qui travaillent sur les chantiers et je fais un 36, hein, donc autant te dire qu'en carrière ou en centrale à béton, on peut pas trouver des chaussures en taille 36, pour que je les porte et donc on commence le rendez-vous, il me dit: «Ah ben en fait, on a tout prévu de vous faire visiter la centrale, de vous faire visiter les trucs et tout» et puis là, je me dis: «Mais punaise!» alors un casque, c'est faisable à mettre, OK, des gants de protection ou un gilet, voilà, mais punaise, les chaussures, comment tu vas faire? Heu et ben, en fait, pas eu le choix et ben, j'ai dû enlever mes talons, j'ai dû relever mon pantalon et j'ai dû y aller pieds nus. Alors au départ non, mais du coup, sur le coup, quand ils ont vu ça, ils se sont dit: «Wow, wow, wow, on va peut-être pas non plus l'emmener n'importe où parce que c'est quand même dangereux», donc ils m'ont fait un tout petit tour, ça a pas duré trop longtemps
Et après, une autre expérience que j'ai eue, c'était qu'ils m'ont fait monter sur une nacelle, je crois qu'il faisait 13 mètres, 13 mètres ou 14 mètres, je sais plus. Mais ils ont pensé, en fait, dès le départ, que j'allais me rétracter, en fait. Femmes, en général, elles en flip, elles ont le vertige, et cetera. Ben, manque de peau, j'ai peut-être une énergie masculine qui est assez forte, je sais pas. En tout cas, j'adore les sensations. Et puis, en fait, je suis montée, tac, 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 j'ai enchaîné. Et en fait, normalement, tu n'as pas le droit sur ce genre de nacelle de pas être attaché. Et bon, moi, j'arrive dans ce milieu, je connaissais pas, puis tu sais, dans ma fougue, j'y vais. Et là, je vois quelqu'un qui me fait des signes en bas, mais tu sais, comme les mecs à l'aéroport, enfin, tu sais, qui font des signes comme ça, là. Et puis je comprends qu'en fait, il se passe un truc, je comprends pas trop quoi. Et puis donc je redescends et on me dit: mais madame, vous êtes folle, c'est dangereux ce que vous avez fait, machin truc et tout». Bon bref, l'expérience, tout ça pour expliquer que j'ai vécu ce passage-là où je me suis sortie de ma zone de confort en me disant: «Écoute, tu es une femme dans un domaine qui est assez masculin, et puis tu vas leur montrer aussi de quoi tu es capable. Alors tu es peut-être pas capable de connaître les formules du béton, mais toi, tu sais ce que tu es. Tu sais ton expertise, elle est là, ta zone de génie, elle est là. C'est de les accompagner pour aller attirer plus de jeunes pour qu'ils viennent travailler dans le béton, former les jeunes qui sont en CFA, digitaliser certains diplômes, offres de formation. Enfin voilà, belle expérience. Ouais, c'est bien de pouvoir, justement comprendre quelle est sa zone de génie, et c'est pas toujours simple de s'auto-analyser et donc toi, au fur et à mesure, ce que j'entends en tout cas, ça me pose un milliard de questions, mais j'aurais pas le temps de toutes les poser, c'est sûr. Mais, c'est on voit que tu as, structuré, ta vie professionnelle, l'élément où tu voulais aller, le point d'orgue de ta vie professionnelle avec plein d'étapes et toutes ces étapes sont hyper logiques et tu fais fi des difficultés ou au contraire tu essayes de les surmonter en sortant de ta zone de confort et ça c'est juste énorme. C'est un conseil qu'on pourrait donner à tout le monde finalement, restez pas dans votre confort, allez vous faire un peu de mal, alors, pas physiquement mais, peut-être mentalement, allez affronter vos peurs. Toi, en allant dans un milieu très masculin, évidemment, le BTP, c'est pas réputé pour voir beaucoup de femmes, mais tu y vas quand même et tu apprends encore plein d'autres choses et tu sors de ta zone de confort dans un domaine d'activité qui t'est complètement étranger, en tout cas sur le produit final. Et ça, c'est intéressant de voir la manière où tu changes, où tu évolues et que tu t'adaptes aux nouvelles contraintes qu'on t'impose. Je trouve ça génial. Ben, merci beaucoup déjà. Heu, ah, en vérité, tu sais, quand on me dit, sortir de sa zone de confort, je te jure que je le comprends, hein. Mais en réalité, ça me parle pas parce que quand tu le vis, tu as pas l'impression de sortir de ta zone de confort et en fait, quand on dit ça aux gens, ils disent: «Mais sortir de la zone de confort, ils sont marrants eux, c'est super, c'est difficile quand même», tu vois? Et en fait, dans l'analyse, évidemment, on voit après coup que je suis sortie de ma zone de confort. Mais en fait, ce que j'ai vécu à l'intérieur de moi, c'était plutôt que j'étais alignée complètement avec mes valeurs et alignée complètement avec ce qui m'anime. Parce que si on revient en arrière et on se rappelle, hein, ce qui m'animait, c'était apprendre en continu, aider les autres et transmettre mes compétences techniques. En fait, j'ai juste suivi ce truc-là, qui m'a amenée par une porte parce que quelqu'un a toqué à ma porte sur le BTP. Mais si tu veux, le travail de sortir de ta zone de confort, l'effort que ça m'a demandé, c'était juste de me dire: «C'est quoi qui m'anime, en fait? Et je vais suivre ça». Et en fait, en suivant ça, à un moment donné, bah oui, quand tu es confronté au BTP, tu te dis: «Bon, j'y vais pas». Je me suis dit: «Ben, est-ce que, je vais transmettre quelque chose? Est-ce que je vais apprendre quelque chose? Oui. Et est-ce que je vais aider les autres?» Et quand tu as tes 3 trucs qui sont, finalement validés, bah, tu y vas, tu te poses pas de questions, en fait. C'est pas si simple que ça. Toi, tu l'as, mais je suis d'accord avec toi, mais tu es bien structuré et ça, c'est assez impressionnant et c'est pas si simple que ça. Je sais que tu rencontres beaucoup de monde maintenant, avec ton activité, de formation, de digital, dans l'IA. J'imagine que tu discutes avec eux énormément. Demande à ceux qui sont autour de toi, à quel point ils ont réussi à faire ce que toi, tu as réussi à faire et je peux te dire qu'il y en a pas tant que ça, hein. C'est assez compliqué. Non, alors, c'est vrai qu'après j'ai pas parlé trop de choses personnelles qui me sont arrivées, mais en effet, j'ai aussi eu des événements de la vie qui ont fait que les peurs que j'avais, elles ont presque disparu. Parce que quand tu te rapproches de vivre, alors moi, c'est pas la mort, mais j'ai eu qu'un matin où je me suis levée, je pouvais plus marcher.
et j'ai des incidents qui se sont enchaînés et qui ont fait que, je me suis retrouvée, accidentée, par un accident de voiture et devoir faire de la rééducation parce que je peux plus marcher et en fait, quand ta vie, elle bascule comme ça, du jour au lendemain, la valeur que tu accordes à ton temps, aux gens que tu aimes et cetera et tes peurs, ça change complètement et en fait, moi, c'est ce qui alors, tout à l'heure, on a parlé d'épuisement, on a dit burn-out, mais en réalité, ce qui m'a fait passer à l'action et basculer, c'est ce fameux accident. C'est, c'est que quand le matin, tu te lèves, tu peux plus marcher, quand tu dois faire de la rééducation parce que ton cerveau, ton dos, ton corps, ils sont plus alignés et que tu n'arrives plus. Bon après bon, j'avais des séquelles physiques aussi, hein, mais quand on t'annonce ça, qu'on t'annonce que ta vie va changer, puis j'avais, je crois que j'avais 27 ans, tu vois? Heu, donc tu es quand même jeune, tu te dis: «Mais ma vie, elle va pas s'arrêter là, quoi». Heu, c'est sûr que tu vois tes peurs différemment, donc oui, tu as raison, c'est pas simple, hein, de sortir de sa zone de confort. Heu et des fois la vie te pousse, du coup, moi, c'est la vie qui m'a poussée, tu vois, finalement. Finalement, oui. Heu Et finalement, cet accident, cette problématique t'a donné des ailes, à défaut de te donner des jambes à ce moment-là, elle t'a donné des ailes pour aller plus haut et c'est génial, hein, en soi, hein, bravo, hein. On continue un petit peu parce que, bah, bien, tu as évolué donc comment, à un moment donné, tu t'es sentie totalement prête à te dire: «OK, je n'ai plus besoin d'être salariée, je me lance, c'est officiel, c'est maintenant». Alors, le maintenant, comment on le définit? Comment on le décide? Et après, dans la foulée de cette question, c'est, comment je m'y prends? Parce que OK, c'est bon, tu sais tout, à l'intérieur d'une structure. Tu as été accompagné auparavant, hein, avec des structures qui étaient déjà établies où tu commençais, mais il y avait une personne qui t'aidait, qui avait peut-être aussi lui un parcours, je pense à Guillaume justement qui te prend dès le départ. Et comment toi tu te lances? Quel statut tu prends? Comment tu trouves tes premiers euros? Parce qu'on lance une structure, bah, il faut un petit peu de sous. Voilà, plein de questions, sur, ton évolution après le salariat. Alors moi, je t'avouerai que je l'ai fait avec un filet de sécurité. Donc je suis pas passée du salariat directement à chef d'entreprise. Je suis passée de salariat à consultante indépendante, donc en portage salarial, mais à mon compte, en freelance, si tu veux, je résume en freelance, à travailler pour un cabinet de consulting avec 2 clients exclusifs et ensuite, j'ai créé ma boîte. Heu et le passage, moi, qui m'a fait me dire: «OK, ça y est, tu es à la 4e marche, il est temps d'activer la 5e là, d'aller sur la 5e», c'est, quand tu prends conscience qu'en fait, tu es plus doué que ton manager. Alors je m'excuse auprès de ce manager qui, si jamais elle m'écoute, parce que c'est une personne que j'ai énormément appréciée et l'expérience que j'ai vécue chez La Forêt France était incroyable. Hem, mais en réalité, quand tu te positionnes et tu dis: «Ah ouais, en fait, mais moi j'ai la capacité de faire ce qu'elle fait». Donc moi j'ai la capacité d'être de cette directrice et d'ailleurs c'est un poste que j'avais, dû prendre de manière temporaire pendant le Covid. Donc j'ai assumé, en intérim son poste, parce qu'elle n'existait pas, elle était inexistante dans l'entreprise à ce moment-là. Donc quand tu vois que tu as tes capacités en fait de faire plus que ton manager, que l'entreprise dans laquelle tu es ne te donne pas, ce rôle-là, mais que toi tu as les compétences et que tu es plus aligné en fait entre les valeurs de la société et puis comment ils managent, tu vois? Et que finalement c'est presque un peu comme si tu trouvais pas ta place, un peu c'est comme une rupture, sentimentale en fait, hein, voilà. Et ben, c'est là que je me suis dit: «Bah, écoute, c'est le moment d'aller, de franchir quelque chose» et en fait, moi, à chaque étape où je me suis dit: «C'est le moment», il y a toujours quelqu'un qui est venu me chercher, Mais c'est comme si je l'attirais. Mais c'est alors comment tu fais pour attirer ces gens? Parce que, moi, quand je me dis que c'est pas le moment, il y a pas quelqu'un qui vient taper à ma porte en disant: «Hey Nicolas, viens avec moi, je te propose de créer telle ou telle structure». Est-ce qu'il y a c'est parce que ces gens-là, ils te connaissaient, donc tu as forcément à un moment donné, eu des rencontres? Oui, en réalité, c'est, bah, du coup, Guillaume qui revient dans ma vie, qui me dit: «Tu te rappelles notre premier client?» et cetera. Donc il a besoin d'un profil comme toi. Je lui dis: «C OK» et en parallèle, je reçois aussi, une autre demande de quelqu'un, heu, pour le même client, pour une autre mission, avec, un tarif qui était un peu moins avantageux, mais qui lui a le projet aussi de construire, dans son cabinet de consulting, un organisme de formation. Donc là, je me dis: «Pépite» parce que moi, je peux apporter beaucoup de choses et c'est un de mes anciens clients de cette société-là, de la banque qui me connaissait, qui a fait que évidemment ça s'est passé très vite. Dans le petit i C'était drôle parce que dans cet environnement-là, faut savoir, je le savais pas, mais en fait, à l'époque, la tante de mon compagnon
était aussi embauché pour cette mission-là, Ah, mon compagnon de l'époque. d'accord. Donc en fait, j'avais, si tu veux, ma tante de substitution, de substitution qui travaillait pour ce même client et donc mon intégration aussi au niveau de l'équipe, ça s'est fait, c'était cool quoi. Voilà, enfin c'est très bien fait. Alors on ne communiquait pas trop dessus, mais si tu veux, parce qu'on ne devait pas le dire. Mais l'histoire est que cette personne-là, avant que je rencontre mon compagnon, quand j'ai travaillé chez Exos en 2012, elle était ma cliente en fait. Donc c'est un peu compliqué ce que je vous raconte, mais en gros, ma cliente de 2012 est devenue ma tante par alliance Ouais. en 2020, tu vois. OK, ouais, donc bon, ton chemin est presque tracé, en fait, finalement. On dirait un film où, chaque acteur secondaire vient intervenir, plusieurs fois, il devient principal. C'est assez sympa. Faudrait écrire un livre dessus, je pense. Est-ce qu'il faut Mais qu'on appelle Netflix, tu penses? bah, je pense qu'il y a un truc à faire, hein, donc si tu as des contacts, bon, je pense qu'il y a un compte cherche pas, dans 10 minutes, il y a quelqu'un qui tape à ta porte, c'est Netflix, hein. Heu, non, c'est fou. Donc en gros, ce que moi je pourrais retenir de ce que tu dis, finalement, c'est dans chaque activité, tu te donnes à 100, tu ne te ménages pas et les personnes qui interagissent avec toi, soit tes employés, soit tes employeurs, pardon, soit tes clients, apprécient tellement ton travail qu'à un moment donné où ils ont besoin d'une nouvelle, d'un nouveau collaborateur ou d'une nouvelle personne pour les aider, par défaut, ils pensent à toi parce que ce que tu avais déjà produit auparavant, même si tu es plus avec eux, c'était tellement génial qu'ils ont besoin de toi. Ouais, puis il y a de ça. Donc les compétences, c'est quand même un sujet. Il faut le savoir aussi, je suis experte dans mon domaine. C'est-à-dire que moi, je me suis spécialisée dès le départ. Donc t'as quand même, tu vois, t'es pas le couteau suisse. Même si dans mon travail, au départ, j'ai dû faire couteau suisse, mais j'ai quand même ce côté, cette notoriété-là et cette légitimité qui est assez forte. Mais en réalité, avec du temps et de l'analyse, je me rends compte que c'est la connexion que tu as avec les personnes, en fait. Parce que des compétences, on peut les apprendre. Tu vois, tout ce que j'ai appris moi sur le learning, le digital learning, le digital, l'IA, tout le monde peut l'apprendre. Mais ce qui va faire la différence, c'est l'empreinte que tu vas laisser aux gens. C'est par rapport à qui t'es toi, en fait. Bien sûr, et tu as une astuce pour les gens qui seraient un petit peu timides, renfermés, pour, acquérir un petit peu de prestance, d'aura, pour montrer qui ils sont et parce que c'est pas parce qu'ils ne parlent pas beaucoup ou qu'ils sont pas hyper présents, physiquement parce que, un peu renfermés. Il y a un truc qu'on peut utiliser pour ça? Alors, je vais essayer de trouver les bons mots pour essayer de conseiller parce que moi, j'ai quand même eu la chance d'avoir un environnement très sain, très bon avec des parents qui étaient formidables et qui m'ont toujours soutenue, encouragée même dans mes rêves les plus fous. Vraiment, donc et même, surtout dans tout dans ma vie, j'ai toujours été bien soutenue, bien accompagnée, avec des personnes qui m'ont motivée, avec des mentors, tu vois? Donc j'ai eu cette chance-là. Le premier conseil que je donnerais, moi, à des personnes qui sont timides, c'est de s'entourer justement déjà de ces personnes-là qui t'inspirent. En fait, ne hésitez pas quand vous avez des événements de réseautage, allez-y. C'est c'est bête aussi des fois tu te dis, je suis fan de, je dis des bêtises, voilà, Anthony Bourbon ou Tony Parker, peu importe. Moi j'adore Zinedine Zidane par exemple, donc si jamais il nous écoute, on sait jamais. Bah, écoute, je l'invite à t'appeler, hein, d'ailleurs. J'adore Blaise Matuidi aussi. Bref, tu vois, qu'est-ce qui vous empêche en fait d'aller les contacter enfin ou en tout cas de dire il faut pas se dire: «Les personnes sont inaccessibles, sont des êtres humains comme nous tous», en fait. Donc quand on est inspiré par quelqu'un, hésitez pas à déjà voir comment lui il se comporte pour se dire: «OK, bah, si j'ai envie de lui ressembler, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui qui m'inspire, que moi je pourrais faire aussi pour essayer de changer ma timidité?» Alors je vous demande pas d'être des sosies clones, hein, on n'est pas faut pas aller dans l'extrême non plus, on est Ouais, pas là pour tu faire vas des pas te sosies, raser le crâne pour ressembler à Zidane, quoi, c'est ça que tu veux dire? voilà. Mais prendre des choses qui t'inspirent de personnes inspirantes et de te les approprier à toi. Et puis après sur la timidité, ça se travaille. Moi non plus au départ, la prise de parole en public et cetera, c'était difficile, mais à un moment donné, tu sors de ta zone de confort. Alors j'ai commencé la scène assez tôt, à 16 ans, mais la première fois que j'ai dû faire de la scène, croyez pas, j'étais comme ça. Les premières fois que j'ai parlé ou que j'ai chanté, c'était pas top top, c'était pas jojo, et j'ai accepté, c'est OK. Quand tu Il faut accepter aussi que tout ne peut pas être parfait, et puis qu'il y a toujours des échelles. Tu apprends, quand tu commences à apprendre un outil ou Excel, tu es débutant. Tu commences pas toujours tout de suite et tu maîtrises donc tu es timide, entoure-toi ou inspire-toi de personnes, heu, qui te donnent envie de casser cette timidité
prends leurs tips, leurs conseils et applique-les toi de manière à ton rythme, parce que tout le monde n'a pas le même rythme. Moi, par contre, le mien est assez rapide. Moi, quand j'ai un problème, il faut qu'il y ait une solution et du coup, tant que j'ai pas ma solution, je vais la chercher et je la mets en application dans les heures ou dans les jours qui suivent. Mais j'ai pas peur derrière. Tu vois, mon frère et moi, on a des profils différents. Lui, c'est le contraire, il me temporise parce que tu as besoin de garde-fou quand tu es un peu comme moi, tu vois. Ben, chacun apprend à son rythme, en fait. Si tu es timide et que ça prend 3 ans pour sortir ta timidité, c'est OK parce que tu avais besoin de cheminer tout ce temps-là. Mais voilà, premier conseil, c'est entoure-toi de ces bonnes personnes. Et puis à un moment donné, c'est des pactes que j'ai fait avec moi-même. En fait, c'est ça. C'est un peu des pactes. Je me suis dit à 23 ans, OK, tu as ton escalier, tu as fait un deal avec toi-même, tu sais, je me suis serré la main à 40 ans, avant 40 ans, tu as ton entreprise, tu vois? Donc tu pas le choix, en fait. Tu pas le Tu choix, as ton oui. plan d'action qui se déroule et si tu veux y arriver, bah, tu fais tes actions. Donc c'est le passage à l'action aussi qui est derrière, intéressant. Effectivement. Je t'écoute et je me dis, tu te fais un deal à toi-même. Est-ce que de parler de ce que tu as prévu pour ta vie, l'élément que tu veux en disant, bah, à 40 ans au plus tard, je suis chef d'entreprise. Est-ce que tu l'avais formalisé autour de toi et et avec ça, ça t'avait un peu poussé puisque une fois que tu en parles, t'es presque obligé de le faire. Ben, en réalité, oui. Alors, la première ch je t'avoue que là, j'étais encore timide justement, c'est-à-dire que je l'ai pas communiqué à mes proches parce que je me suis dit: «Non mais ils vont dire que tu es folle». Voilà, au départ, j'avais cette appréhension, donc je le gardais pour moi-même. Je le gardais pour mon journal intime aussi, enfin mon carnet, puisque j'ai fait aussi beaucoup de carnets, hein, ça moi j'aime beaucoup écrire, donc ça m'aide aussi à concrétiser les choses. Puis à un moment donné, tu le fais dans ton vision board et puis plus en fait tu te le dis, puis à un moment donné, tu sais, dans une conversation que tu rencontres, enfin tu rencontres un client, 2 et puis tu en parles et donc ça devient concret et donc ça devient réel. Donc en fait, l'image de toi, 40 ans chef d'entreprise, elle est réelle et du coup, tout ce qui découle en dessous, vu que tu sais que ton plan d'action, bah, le matin, tu sais pourquoi tu te lèves en fait et tu sais pourquoi tu fais ça. Donc oui, tu as raison, le fait de visualiser, ce que là où tu veux, tu vois, moi, les vraies 5 marches, elles sont dans ma tête, hein et elles sont tracées quelque part, dans mon vision board et la vie Souda à 40 ans, tu vois, elle était positionnée sur cette marche et je la voyais en fait. Donc oui, ça aide. Ça aide à rendre, les choses un peu plus concrètes. Bah, c'est top. C'est des bons conseils. Je le prends pour moi. J'ai fait la même chose avec ce podcast-là parce que je me sentais pas forcément le faire et j'ai commencé à en parler un petit peu autour de moi. Et puis je me suis visualisé. Alors moi, j'ai pas mis d'âge, j'ai mis des mois. Je me suis dit dans tant de mois, il faut qu'il soit réalité. Et j'ai planifié chaque étape. Les contacts, comment j'allais faire. Enfin, chaque étape a été très planifiée et je suis passé par ces étapes-là et à chaque fois j'ai essayé de m'entourer. Alors, j'ai pas fait de réseautage moi mais j'en avais déjà pas mal, donc je me suis servi de ce que j'avais déjà et ça m'a aidé à aller chercher et à finaliser et puis à être devant toi aujourd'hui. Et ce qui est génial parce que j'adore discuter avec les gens finalement. Alors, du coup, c'est top. Bon, maintenant t'as ton idée, t'es fait, tu t'es lancé. Quelles sont les premières choses que tu as fait? Tu te lances en freelance, donc tu as déjà tes clients, mais quand tu te lances, est-ce que tu as besoin d'outils particuliers que tu pourrais aujourd'hui nous conseiller parce que bah, tu te structures bien? Est-ce que ces outils-là, on peut nous les récupérer et se dire, OK, bah, je vais commencer comme ça m'évite de perdre du temps à chercher des outils inutilement pour me consacrer pleinement à mon activité principale? Ça, c'est un sujet très intéressant parce que je pense qu'en fonction de la démarche entrepreneuriale qu'on a aussi, moi, je vois 2 profils, hein, parce que j'en connais pas mal. Du coup, tu as le profil entrepreneur autodidacte qui apprend, qui est l'opposé de moi. Il n'a pas fait forcément d'études, etc. Il va se former tout seul sur le terrain et du coup, lui, la gestion d'une entreprise, il ne connaît pas trop. Il est expert dans son domaine, il se forme dans son domaine, mais tout le reste autour de la gestion d'une entreprise, il ne connaît pas trop. Alors que moi, c'est l'inverse. J'ai appris toute la gestion d'entreprise, je me suis spécialisée. Et donc, quand j'arrive dans l'entrepreneuriat, j'ai déjà ma flotte d'outils dont tu parles. Ce qui fait que j'ai aussi j'ai pas l'histoire ou le cheminement classique, tu vois? Moi, j'ai parlé avec beaucoup d'entrepreneurs qui sont maintenant, ils pèsent des millions et cetera. Alors c'est pas encore mon cas, hein, mais ils ont fait un chemin de 10 ans et quand je compare, tu vois, entre ce qu'ils ont fait, ils ont mis X temps à le faire. Moi, je l'ai fait peut-être en 1 an. Mais je l'ai fait en 1 an parce que j'ai posé mes pierres en amont, tu vois? Donc leur parcours à eux, il est ouais et eux, leur parcours était un peu différent sur les outils, donc ça j'ai pas oublié ta question. Heu Je voulais juste préciser aussi que moi, le passage à l'action dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire au moment où je dépose, où j'écris ma société,
c'est de nouveau un pacte que j'ai fait avec moi-même par rapport à mes valeurs, etc. J'ai quitté Paris, 12 ans de vie où j'ai travaillé, j'ai un réseau monstre, j'ai toute ma famille, mes nièces, etc. Je quitte tout pour revenir en maison alsacienne, en campagne, chez mes parents que j'ai quittés quand j'avais 20 ans, pendant que eux vont vivre leur best life en Asie, tu vois. Voilà. Donc, je reviens dans un mood où je me dis, je vais m'être donné toutes mes chances de mettre dans ma société tout mon argent pour investir, tout mon temps, je coupe mes réseaux sociaux. Donc, j'ai plus de Facebook, plus d'Instagram, je garde que LinkedIn pour le pro. Et je fais la liste de tout ce qui, en fait, est inutile et que je fais aujourd'hui dans l'avancement de ma société, en dehors de mon bien-être. Et en fait, tu te rends compte que il y a des gens de ta vie de Paris qui sont plus là. Donc tu les enlèves. Enfin, il y a plein de gens que voilà. Tu te rends compte qu'il y a des activités que tu faisais ou des choses, par exemple, tout le temps de dire oui à des apéros. En fait, boire de l'alcool, ça réduit ta productivité. Donc voilà, progressivement, je réduis l'alcool en semaine. Tu te rends compte qu'en fait, même si tu adores tes amis, etc., les gens qui vont pouvoir t'aider, te tirer vers le haut à ce moment-là, ou dans les bonnes décisions à prendre surtout, c'est des gens qui sont meilleurs que toi et qui ont traversé cette épreuve. Donc, ou à minima qui sont en train de les traverser comme toi. Donc du coup, tu vois, mes soirées du vendredi soir où tu pouvais faire des apéros avec tes copines et puis sortir, puis le lendemain matin, tu es en gueule de bois. Ça s'est transformé en after work, apéro avec des entrepreneurs, où maintenant je bois plus du tout en semaine, par exemple. Et ma productivité, elle est complètement différente. Tu changes de ta routine où quand tu travailles sur Paris, on commençait tard. Donc, on était dans un roulement, puis mon ancien compagnon avait un restaurant, donc on se couchait tard, on se levait tard, on travaillait tard. Et là, je suis dans une autre discipline. Alors, tout le monde va dire: «Ouais, non, mais attendez, votre discipline de se lever tôt le matin, et cetera, ça marche pas, c'est pas vrai». Alors, c'est pas adapté à tout le monde, il faut suivre son rythme aussi à soi. Mais moi, ça m'a changé la donne. Vraiment la donne, de se lever le matin, d'être en énergie, d'aller marcher, de faire du sport, d'avoir une discipline, en fait, comme quand je faisais du sport. C'est ça qui m'a fait aussi basculer dans l'entrepreneuriat, productif, et pas de me dire: «OK, j'ai eu cette chance-là». Alors je ne le savais pas du tout quand je me suis créée, mais comme j'étais consultante indépendante en portage salarial, je touchais encore, du chômage, tu vois? Quand je me suis lancée. Mais je le savais pas. Et du coup, tu vois, je suis pas j'ai pas été ce chômeur qui va se dire: «J'ai le temps, je vais prendre le temps, de faire telle chose et cetera». Moi, j'ai pendant 12 ans, j'ai vu tout ce qu'il fallait pour mettre une entreprise et pour gérer une entreprise. Et du coup, quand j'ai décidé, parce que j'ai fait un pacte avec moi-même et qu'il y a c'est un pacte où tu te dis: «Si cet événement il arrive, je quitte tout et je viens en Alsace», et c'est ce qui s'est passé. Donc à partir du moment où j'ai décidé ça, tu appuies sur un bouton et les outils à moi, ils sont arrivés de manière assez simple. J'ai pas oublié ta question initiale, hein. Pas d'inquiétude, je te laisse. Vas-y. Quels sont les outils? Et c'est mon sujet d'ailleurs, du coup, comment tu choisis ton outil? Parce que c'est comme j'accompagne mes clients là-dessus, hein. Heu, la première chose qu'il faut savoir, enfin pour moi l'outil essentiel, c'est déjà ce qui te correspond à toi, de quoi tu as besoin, quel est ton business, de savoir ce que tu veux faire. Le premier outil que moi je conseille, alors c'est un outil de développement personnel qui est assez puissant, mais c'est l'ikigai. Je sais pas si vous connaissez, c'est un outil japonais, ikigai. Il te permet de savoir, de trouver entre ce que tu aimes, ce pourquoi tu es doué, ce pourquoi tu es payé et ce que tu veux apporter au monde. Qu'est-ce qu'en fait, c'est quoi ton why? Qu'est-ce que tu veux faire en fait? Qu'est-ce que tu vas faire? Tant que tu as pas ça, tu auras beau trouver des idées, des machins, et cetera, tant que ça t'anime pas, tu vas le faire, mais tu vas le faire avec une motivation qui est incertaine. Puis ceux qui sont en couple, qui ont des enfants à charge, et cetera, ils sont, heu, tu vois, motivés par aussi: «J'ai un foyer à tenir, j'ai des enfants à m'occuper». Donc plutôt que, d'allouer du temps sur ce qui va te passionner, ton rêve pour développer ton entreprise, tu vas dire: «Ah là, j'ai quand même une responsabilité à côté», donc tu perturbé quand même. Tu pas comme une ligne droite comme moi, où je pouvais foncer. Donc si on s'accorde pas cette discipline déjà et qu'on se connaît pas, pour commencer, c'est un peu compliqué. Après sur les outils un peu plus techniques, parce que c'est peut-être là où était ta question, pour moi, il y a ce qui a été, booster en tout cas dans mon cas, ça a été, moi tout chez moi est alors c'est pas bon le terme, mais usiné. Et ça, c'est mon expérience de vie qui me l'a fait comprendre. Dans ma façon de communiquer et dans qui je suis, c'est très moi, c'est très authentique. Mais dans ma façon en back office de travailler, tout est pensé
que quand il y a quelque chose qui rentre, en fait, on appuie sur un bouton et tout est déjà calé. Les templates, le process, les modèles de documents, la façon dont on va travailler quand un nouveau collaborateur arrive, quand un nouveau contrat arrive, qui fait quoi exactement, tout est déjà calé. Et pourquoi? Parce que j'ai commencé dans une start-up où c'était le nerf de la guerre. Si tu ne sais pas faire ça, si tu ne le fais pas, en termes de rentabilité, tu vas échouer d'abord et ensuite tu vas te rendre compte et du coup tu vas te corriger. Mais du coup, moi j'ai voulu me créer tout de suite en mode on n'a pas le temps de tester, on sait ce qui marche, tu l'as éprouvé, on va réitérer cette même chose qui fonctionne et donc process. J'ai commencé comme ça, méthode, process. OK, donc déjà, ouais, tu te structures complètement. J'imagine, alors je vais reparler de Renacast parce qu'au moins, tout le monde, l'a un peu en tête, mais typiquement, quand, déjà j'utilise un outil pour la prise de rendez-vous parce que j'ai pas le temps de discuter 50 ans pour, choisir une plage horaire. L'interlocuteur et moi, ben, autant avoir un planning et sélectionner la date à laquelle on veut. Ça génère un envoi de mail, ça génère ensuite un envoi de mail quelques jours plus tard pour la préparation. Bref, tout est automatisé dans mon cas. Et j'imagine que c'est pareil pour toi. Quelqu'un qui rentre, il a ses accès outils, il a ses process qui arrivent directement et ainsi de suite pour Mm. justement éviter de perdre du temps parce qu'à ce moment-là, t'as pas de temps à perdre. C'est ça. L'idée, c'est de penser à la fois ce que là, ce dont tu parles, c'est vraiment le côté back-office, tout ce qui se passe derrière toi pour gagner du temps pour toi. Mais aussi, on va chercher quelle est la meilleure expérience client aussi. Après ça se travaille dans un second temps parce que si tu as pas ton offre, c'est un peu compliqué de travailler sur l'expérience que ton client va vivre. Mais tu vois, dans l'exemple que tu viens de citer, c'est un très très bon exemple de gain de temps et d'efficacité. Mais encore une fois, faut-il que, par exemple, tu sois clair et carré sur ton planning. Si derrière ton planning, en fait, il correspond pas à la réalité de ce que tu vis, parce qu'il y a des fois des gens qui utilisent Calendly, par exemple, c'est un outil, hein, donc voilà, pour justement gagner du temps sur la réservation. Mais si dans ton agenda, tu mets pas tous tes rendez-vous déjà, t'as pas cette méthode de planification, tu sais, d'abord tu fais tes tâches récurrentes, ensuite tes rendez-vous importants, ensuite tes tâches structurantes. Si t'as pas cette technique-là, tu auras beau avoir un outil comme Calendly, ça va pas du tout te faire gagner du temps. En fait, tu vas être perdu, tu vois. Donc, euh, pour continuer sur ta question, dans les autres outils, une fois que tu montes en gamme, parce que ça c'est un exemple hein, d'outil, il va falloir que dans la structuration, ça va être tout ce qui va être, tu as raison, tu l'as dit le mot, automatisation. Questionnez-vous, quelles sont les tâches chronophages aujourd'hui que vous pouvez déléguer à des machines aujourd'hui, l'IA auto. Enfin, je veux dire, c'est pas automatisé à 100%, j'appelle ça de la semi-automatisation. Exemple, des comptes rendus de réunion, des comptes rendus de visio, des comptes rendus de rendez-vous quand tu vas dans des rendez-vous commerciaux. Voilà, donc après, il y a toute cette partie automatisation de ton business qu'il faut mettre en place. En tout cas, moi, que je préconise, hein, c'est pas une obligation parce qu'il y a des gens qui ne le font pas encore. Et puis, tu as une étape après, ça va être aussi, parce que le nerf de la guerre pour tout le monde, c'est de chercher des clients, c'est de structurer au niveau de cette gestion de la clientèle. À partir du moment où tu rencontres quelqu'un, aujourd'hui, on a tous tendance à se dire, ah, ils ont écrit son numéro dans le téléphone. Je te le dis, hein, parce que j'organise des événements en after work, des conférenciers, et cetera, tu vois, des fois, dans la soirée, je rencontre plus d'une quinzaine de personnes. Le lendemain matin, tu sais pas comment s'appelle un tel où tu as saisi le numéro d'hier. Donc il faut aussi, de manière intelligente, mettre en place des outils pour pouvoir se rappeler quand on réseaute, par exemple, ou quand on rentre un prospect potentiel, où est-ce que je le saisis, à quel endroit et c'est quoi tout le process de ma gestion de la clientèle. Parce que là, clairement, hein, moi, je vous donne le tips aujourd'hui, comme LinkedIn, c'est un de mes canaux de prospection. Toutes les personnes que je rencontre en soirée me rajoutent sur LinkedIn et je leur dis envoyez-moi un message par rapport à ce qu'on a échangé. Un, ça te fait plus d'abonnés, donc ok, ça. Mais deux, c'est que ça te permet de suivre en fait. Parce que je te jure que même dans des soirées où je rencontre 5 personnes, je discute avec plein d'autres, je ne sais pas retenir, je retiens pas le lendemain matin comment s'appellent les 5 personnes que j'ai rencontrées. Donc pour te les retrouver dans ton téléphone, pour te souvenir que cette personne, etc. Oui, tu vas me dire, il y en a qui te laissent des cartes de visite. Mais quand on te laisse 10 cartes de visite dans une soirée, tu fais pas le lien forcément entre le physique de la personne et la carte, tu vois. C'est Pas ça, tout oui, le tu temps. mets pas en relation les deux forcément. Ouais. Pour moi, c'est les trois, ouais, un peu les indispensables quand tu commences et quand tu te lances. Et toujours avoir cette notion de rentabilité parce que si tu sais pas qu'en fait, le nerf d'au départ, c'est quand même d'avoir de la trésorerie et il faut quand même qu'il y ait du flux
au niveau de la trésorerie voilà, du coup, tu vas faire beaucoup de dépenses. Et évidemment, quand tu vas rentrer un client, un premier accompagnement, tu vas être content, mais il faut quand même avoir ce flux de trésorerie-là, c'est important parce que sans flux de trésorerie, sans trésor, on grandit pas, on se développe pas et on peut pas avancer. OK, et cette trésorerie, je la trouve, en travaillant avant, en mettant de côté, telle, la fourmi, qui, économise au régulier, ou on va chercher des aides dans d'autres entreprises, des aides d'État ou des choses comme ça? Alors moi, je dirais que c'est un peu un mélange de tout et c'est en fonction de tes business aussi. Parce qu'il y a des business qui se prêtent pas non plus à plusieurs financements, ça dépend. Moi, je suis passée par la case financement auprès d'une banque aussi. J'ai des économies de côté qui font que, par exemple, avec mon frère, on ne se rémunère pas sur la société, on met tout dans la société, ce qui facilite le développement. Ce que je te disais, voilà, en 1 an, on a réussi à faire ce que d'autres personnes ont fait plutôt en 4 ans. Heu et l'autre, oui, il y a des aides. Allez-y. Nous, par exemple, on est en train d'aller chercher aussi des aides sur notamment tout ce qui est innovation technologique. On a aussi des aides à proposer à nos clients dans l'accompagnement qui facilitent, la prise de décision ou qui vont faciliter le passage à l'action pour des personnes qui n'ont pas beaucoup de budget au départ. Donc oui, c'est important d'être entouré, de connaître toutes ces démarches TVA, pas TVA. Est-ce que je me monte en SASU? Voilà, SARL et cetera. Ça, c'est vraiment aussi, très important parce que, moi, ça a été un choix, hein. Je me suis pas montée en auto-entreprise. Alors j'en ai une à côté pour notre activité, mais sur cette activité d'Eval, c'est un choix. Parce que, heu, si moi, je suis partie du principe que cette entreprise, comme je veux la faire décoller avec un objectif, de créer un campus un peu comme les X-Men pour les profils neuroatypiques, tu vois? Voilà, je sais que j'ai besoin de beaucoup de ressources pour ça. Et si je veux beaucoup de ressources, statut d'auto-entrepreneur, il me permet pas de le faire parce que tu es plafonné. Et comme moi, j'avais envie de décoller très rapidement, je me suis dit: «OK, et ben, c'est pas grave, on va se mettre en SASU, ça va être dur. Tu vas payer un comptable, tu vas payer, tu vas payer l'URSSAF, tu vas devoir payer des stagiaires», enfin bref, ça va être dur, mais c'est pas grave. Heu, je te l'ai dit, hein, j'ai supprimé de ma vie tout ce qui était pas enfin, qui m'était pas indispensable et je vis qu'avec ça. C'est déjà énorme, c'est bien. Donc oui, tu te structures, tu te serres un peu la ceinture, mais tu as clairement une vision, pour aller chercher une consécration maximum, très, très rapidement, un aboutissement, de tout ça. Donc ça, c'est pas si simple. Alors tu dis que tu te rémunères pas, mais tu manges pas du coup? Si, si, Comment tu fais j'ai sans j'ai argent? si, si, j'ai la chance d'avoir des économies de côté, Mmh. d'avoir OK, gagné très, très bien ma vie avant aussi, d'accord. voilà. Et en fait, j'ai cette chance-là aussi d'être revenue dans la maison familiale, donc c'est vrai que j'ai pas beaucoup de charges, OK, faut se le dire aussi, mais surtout, j'ai changé ma façon de vivre, OK, vraiment, oui, bien sûr. pas pour ce projet-là, quoi. OK. J'ai la chance d'être bien entourée aussi. C'est super important quand on a possibilité, quand on a de la famille, des amis qui sont très, très, protecteurs, qui vous aident, et il faut en profiter. Alors faut pas en profiter malhonnêtement, mais il faut en profiter pour pouvoir se lancer, et moi je trouve ça hyper intéressant. Je le dis souvent aux jeunes qui savent pas trop quoi faire: «Si tu veux te lancer en entreprise pendant que tu es encore chez tes parents, vas-y, hein, c'est le meilleur moment pour, commencer finalement, et tu vas faire des erreurs. Oui, tu n'es pas prêt, mais de toute façon ça va t'apprendre à être prêt, toutes les erreurs que tu vas faire. Cool, plein de choses, hein. On n'arrive pas loin de la fin de ton épisode, et j'ai appris plein de trucs. Maintenant, tout ce que tu m'as dit là, j'imagine que, si tu peux me le proposer, parce qu'avec, Eval Formation, tout ça, c'est inclus dedans? Si je viens te voir, c'est des choses que tu peux m'accompagner dessus? Tu peux me donner des outils, des tips et des idées, tout au long de la formation? Alors oui, chez Eval Formation, on fait, du coup, tout ce qui va être, ce que j'appelle moi de l'audit. On va venir justement, comme tu dis, on va venir voir comment tu travailles. C'est quoi comment tu fais ton travail, voir à quel endroit de ton process il y a peut-être des choses à améliorer pour te faire gagner du temps. Ce qui fait gagner du temps, on va faire aussi derrière une économie d'argent ou alors de productivité, augmenter ta productivité ou la satisfaction de tes clients. Donc on va venir chercher là où tu peux aller trouver du gain, une efficacité, voir est-ce qu'on intègre du digital et de l'IA ou que de l'IA ou que du digital. Et puis une fois qu'on a fait cet audit, tu as ton plan d'action. Donc
Tu décides après. Tu as envie de le faire tout seul, tu as pas envie de le faire, tu as envie de le faire avec quelqu'un d'autre, tu as envie de le faire avec nous, c'est OK. Mais en tout cas, on te donne ton plan d'action et puis après, on va venir construire avec toi, selon ce que tu veux, si tu veux travailler avec nous, un accompagnement, qui est un peu à la carte. C'est-à-dire que tu peux faire des formations sur notre catalogue qu'on a et qu'on donne tout le temps. Tu vois, moi, je donne beaucoup de formations sur comment tu intègres l'IA dans ton quotidien de dirigeant, de dirigeante, community manager, voilà, adapté à des métiers. Donc on a un catalogue là-dessus, mais aussi on va pouvoir faire une formation, un accompagnement sur mesure. Toi, tu as un niveau qui est débutant sur l'IA, OK, mais ton collaborateur ou notre entreprise elle est à la niveau 3. Ben, nous, notre objectif, c'est de te faire monter de la marche, enfin, tu vois, de faire monter progressivement les marches. Les Donc on a une 5 formation marches. qui est plus exactement. Donc l'accompagnement est plus personnalisé. Et puis, le 3e volet, c'est que, ben, une fois que tu t'es formé, si tu souhaitais, par exemple, tu as formé tes collaborateurs, tu as peut-être besoin d'automatiser des choses dans ton entreprise. Exemple, ce qu'on fait, ça va être la gestion d'un organisme de formation. La personne, elle se préinscrit automatiquement, tous les documents sont envoyés et cetera. Tu vois, tout ce flux-là, peut être automatisé dans la gestion d'une activité. Tu sais pas le faire, c'est pas ta compétence, c'est pas ta zone de génie, tu as besoin que quelqu'un le fasse pour toi. On va le faire pour toi. Donc, on fait de la prestation. Tu veux installer un assistant IA pour ton service après-vente, voilà, ou pour suivre tes apprenants quand tu fais de la formation. Un assistant IA pour aussi répondre à des questions quand quelqu'un vient de s'intégrer dans ton entreprise, par exemple. Mmh. Une prestation pure. On va pouvoir te le fournir, on va pouvoir le faire pour toi. Et on travaille du coup nos boundaries, nos frontières, parce que mon frère, lui, il est situé en Thaïlande, en Asie. Donc on travaille avec beaucoup de gens sur toute la France, à Genève aussi en Suisse. On va ouvrir au Luxembourg bientôt. Bien. Donc voilà, on a un réseau de formateurs consultants qui s'intègrent dans nos méthodes, dans notre accompagnement, et qui peuvent accompagner des clients du coup sur toute la France. OK, c'est génial, c'est hyper intéressant et du coup, on peut, avant de venir, passer le cap et te prendre un contrat chez toi, enfin, en tout cas, une formation, j'ai vu que tu faisais donc, tu en as parlé d'ailleurs, des événements mensuels autour de l'IA. Là, en ce moment, c'est le plein boom. Je te vois, à Strasbourg, je te vois à Lyon, je te vois à Montpellier, bon bref, je te vois partout. Est-ce que n'importe qui peut venir? Est-ce qu'on est obligé d'être entrepreneur? Ou on se pose des questions, on se dit: «Ben, voilà, j'ai quelques interrogations, j'ai envie d'en savoir plus. Est-ce qu'on peut on peut venir y assister?» Bien sûr, donc tous les mois, j'ai des événements dans plusieurs villes. En effet, tu l'as dit, Strasbourg, Mulhouse, Lyon, Montpellier, Genève et bientôt Luxembourg. Et en fait, c'est des événements dans lesquels on va parler d'IA, on va venir, un peu casser cette peur aussi de l'IA parce que moi, ma vision, c'est qu'il est là pour sublimer l'humain, comme le digital et pas vous remplacer. Donc on vous montre aussi concrètement, il y a bien sûr qu'il y a des dérives, bien sûr qu'il y a des dangers. On est là aussi pour vous expliquer que des experts comme nous, on se renseigne dessus, on suit la tendance, on suit tout ce qui se passe et c'est notre travail de justement de vous donner ces informations et de vous donner les outils qui vous permettent justement au quotidien d'appliquer l'IA, de l'utiliser de manière éthique et responsable sans aller sur du plagiat, enfin faire attention à toutes ces dérives-là. Donc on vous montre des outils qui sont accessibles. On vous montre aussi, pour ceux qui sont un peu geeks et qui s'y connaissent sur l'IA, des outils qui sont, entre geeks, on se connaît, on se repère et on est, émerveillés, voilà. Et on montre aussi des cas concrets de ce que vous pouvez en faire en entreprise. Encore une fois, je le dis, hein, l'IA est pas là pour vous remplacer, elle est là pour vous sublimer ou vous augmenter. Donc, ne serait-ce que de semi-automatiser vos comptes rendus de réunion avec une solution franco-française, avec les données qui sont anonymisées, avec des données qui sont stockées en local sur vos serveurs, ça n'a rien à voir avec, je donne, de la matière à un outil en Chine les données sont stockées ailleurs et qui sont, peut-être compromettantes, tu vois? En tout cas où il y a un côté, non anonymisation. Voilà, tu vois, moi je fais tout ce travail-là et dans les événements, c'est ouvert à tout le monde. On se termine par une partie, chill pizza soda, OK? Donc c'est une partie réseautage où vous allez pouvoir échanger vos cartes de visite justement, en tout cas réseauter, développer votre activité, auprès d'autres, entreprises, entrepreneurs, écoles. Tout le monde est la bienvenue. Bah, génial. Écoute, quand j'aurai un événement pas loin de chez moi, j'irai faire un petit tour également parce que ça me parle énormément. Alors on arrive au bout. Avant de te quitter, j'ai encore quelques questions, mais assez rapides cette fois, je te rassure. Avec le recul, toi, quels sont les enseignements que tu tires de ton aventure entrepreneuriale? Hem, le premier, c'est vraiment de bien s'entourer parce que
au départ, j'ai commencé, j'étais seule parce que mon frère était encore dans son salariat, mais il m'aidait beaucoup en back office. Et quand il est rentré avec moi dans l'entreprise, qu'il s'associe avec moi, ça a changé la donne. Mais quand je te dis ça a changé la fusée a décollé parce que moi, ça fait partie de mes valeurs. La famille, la loyauté, c'est quelque chose qui est très fort en moi. Je peux être seule, hein, mais en tout cas, ce qui m'anime, c'est de le faire avec quelqu'un. Et mon frère, comme c'est un peu comme mon jumeau, pour moi, ça a été le décollage de la fusée. Donc bien s'entourer, c'est important. Euh, le deuxième enseignement que j'en tire, c'est de bien se connaître. Et vraiment, alors, je sais qu'on l'entend partout, les valeurs, les valeurs, les valeurs, c'est important. Et tu vois, quand j'entendais les entreprises quand je rentrais dans une entreprise qui me parlaient avec leurs valeurs, je les regardais et je disais, mais c'est bon, vous êtes là pour faire, c'était le truc pour faire beau, quoi. Tu vois, je le Oui. voyais comme ça. Et maintenant que je suis entrepreneur et qu'en fait, quand j'ai fait cet exercice-là et quand je vois certaines personnes avec qui ils veulent travailler avec moi, il y a un truc qui me dérange. Il y a des fois, j'y suis allée, ça n'a pas abouti comme je voulais, ça a été des catastrophes. Donc maintenant, franchement, le fait de bien se connaître, d'être toujours aligné avec tes valeurs, tu te dis, OK, la personne que j'ai en face de moi, est-ce qu'elle est comme moi, respectueuse, confiante, loyale, bienveillante? Si c'est pas le cas, allez, j'y vais pas. Donc ça, c'est le deuxième enseignement. Et puis, je vais juste terminer sur le troisième, apprendre en continu. C'est essentiel Ok. parce que tout évolue. Effectivement, via tes formations, via YouTube, via des livres. Il y a un livre que tu pourrais, que tu as un livre de chevet ou une personne que tu suis, que tu aimerais mettre en avant en disant: «Ben, grâce à ces enseignements, j'ai pu évoluer un peu plus vite»? Alors là, des livres, j'en ai tellement parce que j'en lis beaucoup. Alors, je t'avouerai que, alors c'est un cliché, mais moi, il y a un livre qui m'a aussi fait passer à l'action, c'est Père riche, Père pauvre. Voilà, c'est parce que j'avais besoin moi de changer mon rapport à l'argent, parce que contrairement à certains entrepreneurs, j'ai pas grandi dans un environnement où j'ai manqué d'argent, donc il a fallu que je déconstruise aussi ma vision de l'argent. Euh, mais sinon, euh, je suis inspirée beaucoup par des personnes, moi. Donc, dans les livres, j'en ai énormément sur le développement personnel. Mais je suis beaucoup plus, tu vois, je vais être inspirée beaucoup par des sportifs. Moi, enfin, Zlatan Ibrahimovic m'inspire beaucoup. Alors, je sais qu'il a été très arrogant dans son arrivée parisienne, mais j'adore Blaise Matuidi, Tony Parker. Ce sont des personnes au parcours très inspirant. Donc, oui, je me cultive dans les livres, hein, tu l'as dit, c'est important. Euh, mais j'aime aussi beaucoup voir et je m'imprègne beaucoup des personnes que je vois qui ont réussi. Céline Dion notamment, tu vois. Pourquoi pas? Effectivement. Allez, encore une question ou 2. Si tu pouvais, parler, si tu avais la capacité de revenir dans le passé et que tu croises la petite, Wissouda, avant qu'elle fasse tout ça, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Suis ton intuition, fais-toi confiance. Fais-toi confiance, tout va bien se passer. Et continue de kiffer la vie avec tes rêves, avec des étoiles dans les yeux. Ne laisse surtout personne éteindre ta lumière. Parce que toutes les personnes qui vont éteindre ta lumière, ça va te remettre en question fort. Et tu vas faire de temps en temps les mauvais choix par l'ombre et par l'obscurité de ces personnes. Donc ne laisse pas éteindre ta lumière. Et tu as raison de trouver que la personne dont tu es le plus fier, c'est ton frère. Parce qu'il va t'emmener loin. Et ça, c'est le truc le plus fort dans ma vie, parce que depuis qu'il est tout petit, quand tu me posais la question, quelle était ma plus grande fierté, j'ai toujours répondu que c'était lui. Et je me suis pas trompée. Tu Et t'es ben, pas trompée, tu te tromperas pas, Vissouda. bah, écoute, parfait. Génial. Bah, merci beaucoup pour ce petit moment. Avant de nous quitter, est-ce que pour les auditeurs, de RenaCast, tu peux, parce que j'ai une tendance à demander beaucoup aux gens, puisqu'on m'a dit, oublie que tu as aucune chance, demande. Alors je demande, j'ose, est-ce que tu peux proposer à nos auditeurs, une remise ou une offre pour un accompagnement ou quelque chose que tu produirais s'ils viennent te voir avec le code RenaCast? Oui, j'ai décidé du coup de vous offrir à tous, avec ce code promo, un audit, un diagnostic qu'on appelle chez nous, soit du diagnostic IA, soit du diagnostic digital ou du diagnostic learning, pour tous ceux qui font de la formation.
j'ai décidé de vous l'offrir avec ce code. Donc pour les auditeurs, tu dis comment, Auditeur? auditeurs, pardon, Ouais. de vous offrir ces audits, ces diagnostics, tout simplement parce que j'ai envie de vous accompagner aussi et j'ai envie de vous aider à y voir plus clair. Écoute, c'est génial. Merci pour eux, en tout cas. Et puis, enfin, dernière question, évidemment, pour pouvoir discuter avec toi, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux ou dans la vie de tous les jours? Sur les réseaux, vous allez me retrouver avec Visouda Luancode sur LinkedIn. Je mettrai le lien dans les notes de Et, l'émission, hein. sinon, mon site internet qui s'appelle eval-formation.com, qui est en refonte. Vous allez voir, bon, alors, selon le moment d'écoute, mais on a un calendrier IA avec un tips IA par jour pour pouvoir intégrer l'IA dans votre quotidien qui va sortir prochainement ou qui sera déjà sorti selon les personnes qui l'écoutent. Mais en tout cas, il sera sur notre site. Ok, eh ben écoute, je vais mettre tous les liens dans les notes de l'émission, tout ce que tu as dit, j'essaye de le reformaliser. Vissouda, merci beaucoup de m'avoir octroyé cette heure de discussion. Elle a été hyper agréable. Je te souhaite une belle réussite, une belle continuation, mais j'ai pas de doute que ça va marcher pour toi et pour ton frère du coup. Et je te dis à bientôt, j'espère. Peut-être dans 2 ans, on se revoit et là, tu m'expliqueras comment tu as explosé le monde de la formation au niveau mondial. Eh ben, je me le souhaite, Nicolas. Merci beaucoup de m'avoir accueilli et j'ai hâte de te voir à un de mes after-work à café avec grand plaisir. Parfait. Merci à tous. Bonne fin de journée et à un prochain épisode de Renacast. Merci. Ciao. Bye bye. Bye bye, merci. Si cet épisode vous a inspiré, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le avec vos amis, votre famille, vos collègues, qui sait. Cela pourrait bien être le déclic dont ils ont besoin pour se lancer. Abonnez-vous dès maintenant sur votre application de podcast préférée et laissez-nous une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire. Votre soutien est essentiel pour faire grandir Renacast et continuer à donner la parole à celles et ceux qui ont osé. À très vite pour un nouvel épisode et surtout, osez passer à l'action.